Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa, maquilleuse professionnelle, formatrice et fondatrice de la FMR Makeup Academy, qui est une plateforme en plein développement destinée aux maquilleurs professionnels francophones. Dans cet épisode, j'ai fait appel à une experte pour que l'on parle de ce douloureux sujet que représentent les statuts sociaux, à savoir la micro-entreprise, la SAS, la SARL ou encore l'intermittence. Et on en profite, parce que c'est le sujet de prédilection d'Emilie, pour parler de leurs conséquences sur, roulement de tambour, la retraite. Alors ne partez pas en courant, vous avez cliqué sur le titre, vous savez que c'est un gros sujet, et promis cette fois-ci, on parle de ces sujets-là en fonction de notre activité de make-up artiste, et on aura de vraies réponses. Et malgré tout, je vous invite à noter vos questions durant votre écoute, et si vous n'avez pas les réponses à la fin de cet épisode, ou si certains points ne sont pas clairs, on vous attend en commentaire sous le post dédié à cet épisode sur Instagram. C'est important que tout le monde puisse bénéficier de la réponse. Allez, j'espère que vous avez beaucoup de pinceaux à nettoyer cette fois-ci pendant cet épisode de podcast parce que j'avoue, il est un peu long. Donc je m'arrête là pour cette intro et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Émilie, comment tu vas ? Salut Mélissa, je vais très bien et toi ? Ça va très bien aussi. Merci beaucoup de prendre ce temps pour répondre à beaucoup de questions que nous, make-up artistes, on se pose et aussi pour aborder des sujets dont on ne pense pas ou dont on n'a pas envie de penser. Je pense que c'est surtout ça. Donc, merci beaucoup de prendre ce temps-là et de pouvoir en discuter avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Est-ce que, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, j'ai un parcours juridique, je suis juriste de formation. J'ai fait une première partie de ma carrière dans le milieu du conseil en gestion de patrimoine et dans le dernier cabinet dans lequel j'étais, donc qui était un cabinet indépendant, j'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'entreprise sur la gestion de patrimoine en général, mais aussi beaucoup sur les questions de statut social qu'on va aborder aujourd'hui du coup et de retraite. Donc voilà, on va dire de formation ingénieur patrimonial en fait, parce que j'étais sur la partie technique et pas la partie commerciale. Et depuis quelques mois, suite au départ de ma dernière entreprise, j'ai décidé de me lancer à mon compte et je fais principalement de l'accompagnement retraite, mais j'aborde aussi tous les sujets de statut social parce que je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise et donc à un moment donné de leur carrière, il peut y avoir un intérêt à changer de statut ou ils se posent des questions sur est-ce que tel ou tel statut est plus avantageux qu'un autre vis-à-vis de la retraite, de la prévoyance. Enfin, voilà, il y a plein de sujets et donc du coup, je suis amenée à parler de ces problématiques-là, en plus des problématiques retraite qui est vraiment mon cœur de métier. Ok, super. Donc je pense que voilà. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Et du coup, je pense que c'est un peu plus clair du coup pour les personnes qui nous écoutent. Là, le but, c'est vraiment qu'on puisse aborder ces sujets de statut. Et du coup, on en profite vu que tu es là et que c'est un peu ta spécialité. On va aussi aborder les questions de retraite parce que c'est quelque chose qui est, les deux sont liés. Bien sûr. Et le but, vu que nous sommes sur une chaîne de podcast qui est destinée aux make-up artistes et que clairement, on a conscience toutes les deux que du coup, en étant make-up artiste, c'est pas du tout notre domaine, notre sujet de prédilection. Donc, on va essayer, en tout cas, toi, Émilie, tu vas essayer de nous expliquer ça le plus simplement possible pour que ça fasse peur à personne et on dégomme certaines peurs en fait qu'on a et c'est des sujets qu'on met. En tout cas, moi personnellement, on en a parlé un petit peu avant de se mettre d'accord pour enregistrer cet épisode de podcast. Mais typiquement, les statuts, c'est une question sur lesquelles j'ai bloqué pendant littéralement 3 ans parce que on entend tout et n'importe quoi, on lit beaucoup d'informations sur Internet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis renseignée et c'était ultra compliqué de démêler le vrai du faux et de savoir vraiment pour ma situation, mon projet, ce qui était le mieux, ce que ça engendrait. J'avais vraiment peur, en fait, tout le côté financier, si ça allait engendrer des frais auxquels j'avais pas pensé et potentiellement en fait des infos que j'avais
pas lues ou mal comprises. J'avais vachement peur de ça, donc j'ai vraiment procrastiné sur le sujet pendant très très longtemps. Et la question de la retraite, j'avoue qu'en étant make-up artiste à mon compte, et aujourd'hui j'ai 30 ans, du coup c'est un truc où je me dis je verrai plus tard parce que aujourd'hui j'ai envie de vivre de mon activité et j'ai pas très très envie de penser aux conséquences. Elles me font un peu peur, ces conséquences, je t'avoue. C'est un peu l'autruche, quoi. Voilà. Et du coup, je fais complètement l'autruche. Je me dis, dans le meilleur des cas, je me ferai ma retraite moi toute seule de mon côté avec mes petites économies et dans le pire des cas, j'ai pas envie de savoir. Donc du coup, voilà, en tout cas, ça c'est ma situation. J'imagine que je suis pas la seule. Ah, mais ça, c'est sûr. Du C'est coup, sûr. j'ai hâte qu'on puisse discuter de tout ça et que tu puisses, j'espère, nous clarifier tout ça et nous simplifier tout ça et enlever ces peurs qu'on peut avoir. On va essayer. En tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, tu dis, c'est pas notre cœur de métier. Je te rassure, c'est le cœur de métier de presque aucun chef d'entreprise. Donc voilà, c'est un métier à part entière. Donc c'est pas étonnant que tu ne connaisses rien et que 90% des chefs d'entreprise qui se lancent n'y connaissent rien et ont besoin de se faire accompagner ou, comme tu as pu le faire, de prendre des renseignements sur Internet. Après, c'est forcément long parce qu'il y a un tri à faire. Mais voilà, c'est pas étonnant. Donc des chefs d'entreprise qui se sont créés, qui se sont trompés, qui ensuite ont évolué et se sont fait accompagner et ont très bien réussi, il y en a plein. Donc il faut pas que ce soit source d'angoisse ces sujets-là. Voilà, si déjà ça permet de dédramatiser un peu le sujet, je pense que c'est nécessaire. Bon, en tout cas, c'est le but de notre échange aujourd'hui. On commence. Le Je vif du rajoute juste sujet. quelque chose par Ouais, rapport à ce que tu as dit aussi. bien sûr. On va aborder plein de choses aujourd'hui, mais voilà, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que c'est un choix qui est très personnel, qui dépend Mhm. vraiment beaucoup de la personne et de comment elle souhaite se créer, etc. Donc, on va aborder plein de choses aujourd'hui, mais il faut pas prendre tout pour argent comptant non plus, dans le sens où c'est un choix qui est très personnel et qu'il faudra adapter à la situation de chacun. Bien sûr, bien sûr. Et merci de le préciser parce que oui, c'est super important. Est-ce qu'on commencerait pas par parler du statut, je pense, ou des statuts Oui. parce que je pense que c'est la première étape, j'ai envie de dire, une fois que, en tout cas, moi je vois ça comme ça, une fois qu'on sait qu'on veut être make-up artiste et qu'on a défini son projet, qu'on sait dans quelle direction on va, on va dire, l'étape un peu officielle, c'est de se déclarer et du coup de choisir le statut. Exactement. En fait, la première étape avant de choisir le statut, il y a beaucoup. En fait, finalement, le statut, c'est la dernière étape de la création d'une société, enfin d'une activité, on va dire. Une des premières étapes, ça va être le business plan. Très, très important. Alors, moi, je suis pas du tout spécialisée en business plan, hein. Les comptables font ça bien mieux que moi. Mais en fait, c'est un peu du business plan que va découler le statut que tu vas choisir, en fait. On va quand même aborder les différents statuts qui existent pour voir un peu avantages, inconvénients et donner, si tu veux, une direction aux personnes qui vont écouter ce podcast par rapport à leur situation. Mais voilà, il faut savoir quand même que le business plan, c'est important. Je précise quand même ce que c'est un business plan parce que c'est peut-être Oui, pas je évident veux pour tout bien. le monde. En fait, le business plan, c'est un peu la feuille de route financière de ton entreprise, une estimation de tes entrées. Alors ça, c'est évidemment très dur quand tu débutes de savoir ce qui va rentrer, mais surtout une estimation de tes sorties, de tous tes frais, parce que les frais, c'est hyper important pour le choix du statut en fait, par rapport à comment comment c'est organisé, par exemple la micro-entreprise ou une SAS, ça se gère pas du tout de la même manière au niveau des entrées et des sorties, et fiscalement et socialement, c'est pas du tout la même chose. Donc la première étape en fait, c'est d'avoir une idée, voilà, de ce qui peut rentrer et surtout de ce qui va sortir, parce qu'en général, ce qui va sortir, on sait à peu près ce que ça va coûter. Quand on lance une activité, on sait qu'il y a un budget de départ, et du coup, c'est important de bien connaître ce budget de départ et le budget, si tu veux, un peu du quotidien. Par exemple, les frais de comptabilité,
Moi, j'ai un logiciel, par exemple, pour les bilans retraite. Donc, ce logiciel, il me coûte un certain prix, etc. Les frais de formation, s'il y en a. Donc, la première étape, en fait, c'est déjà de partir d'un compte de résultats, si tu veux, sur au moins la première année. En général, ils font sur 3 ans les business plans. Mais voilà, avoir un peu une vision de ce qu'on va devoir dépenser et combien il va falloir gagner en fait pour combler déjà ce qu'on va dépenser, tu vois. Ok. Alors du coup, là, je fais un petit point et je pense que ça va être très bien que tu puisses avoir cette partie un peu organisation juridique et notions qu'on n'a pas du tout. Et moi, je vais essayer du coup d'apporter les informations vraiment concrètes qui nous intéressent, nous, en tant que make-up artiste. Donc, quand tu parles des frais, en fait, des frais que l'entreprise et l'activité de maquilleur peut engendrer, moi, je pense à l'achat de matériel. Mm-hmm. Et tu me dis si ça rentre dans ça. Ouais, complètement, c'est ça. Ça peut faire sens dans l'esprit de beaucoup. Donc l'achat de matériel, c'est-à-dire le maquillage, la bagagerie dont on a besoin Mm-hmm. pour transporter tout ça. Est-ce que les frais d'essence rentrent dedans? Bien sûr, alors c'est pas des frais d'essence parce que c'est pas le coût de l'essence, c'est des frais de déplacement. Mais oui, bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Ok, je pense aussi tout ce qui est logiciel pour gérer sa communication et sa comptabilité, parce que je sais qu'il y a des logiciels comptables qui sont payants. Donc, ça rentre aussi dedans. Complètement. Ok. Par exemple, si une make-up artiste a un studio, ça rentre aussi dedans. Voilà, le loyer effectivement de l'endroit où elle exerce, si elle exerce en studio. Il peut y avoir aussi, si en cours de vie de société, elle a besoin de faire des formations supplémentaires, les frais de formation rentrent aussi dans les frais. Est-ce que c'est formation tout compris dans le sens où du coup quand on est make-up artiste, moi les formations que je vois c'est formation make-up évidemment parce qu'on est amené à se perfectionner tout au long de sa carrière, mais je pense aussi à des formations pour créer son site internet et puis être accompagné en fait par rapport à sa création d'entreprise. Toute formation en fait qui va être liée de près ou de loin à l'entreprise. Si tu as besoin de faire une formation Instagram pour te lancer sur Instagram, c'est déductible. Si tu as besoin de faire une formation ou d'être accompagné, on parle des formations, mais il y a aussi tous les accompagnements. Tu fais appel à moi pour choisir ton statut social et je facture cette prestation, c'est déductible. Donc voilà, tout ce qui est lié de près ou de loin à ton activité, enfin de pas trop loin quand même, mais à ton activité, il y a aussi, on parlait des frais de déplacement, mais il y a aussi les frais de restauration. Donc voilà, c'est quand même assez large. Voilà, tout ce qui est lié à l'activité est une charge qui peut être déductible mais déductible en fonction du statut que tu as choisi d'avoir au départ. Oui, bien sûr. Et donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair du coup quand on parle de ce qui va rentrer. Donc, c'est ce qu'on va gagner en fait avec son activité et ce qui va sortir du coup, c'est tous ces frais-là. Voilà, que ce soit un petit peu plus concret. Et j'ai une deuxième question par rapport à ce business plan parce que moi, c'est quelque chose qui me parle un petit peu plus aujourd'hui, mais qui paraît qui était un peu source de stress. Je savais pas comment faire, je savais pas. Enfin, je voyais l'importance, oui et non. Donc, je me mets un peu à la place des personnes qui l'ont peut-être pas encore fait. Est-ce que on peut être accompagné? Vers qui on peut se tourner pour faire ce business plan? Est-ce que tu sais, toi? Oui, alors les business plans en général, c'est les experts comptables qui t'accompagnent pour ça. Moi, je vais te parler de mon cas personnel parce que je parle du business plan, mais voilà, moi je suis pas comptable, hein, donc c'est pas moi qui ai fait mon business plan. Enfin, si, en soi je l'ai fait, mais je l'ai quand même montré à un expert comptable. J'avais participé quand j'ai voulu me créer une semaine sur la création d'entreprise au Pôle emploi. Et en fait, il nous avait donné un petit tips. Donc, je le partage avec toi. Il y a un site sur lequel tu peux aller et qui te donne accès à 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable. Tu choisis un expert comptable près de chez toi, quoi. Il y a toute une liste d'experts comptables. Et du coup, tu peux avoir 3 rendez-vous gratuits. Donc, ça peut être aussi l'occasion de faire
toi-même une ébauche de ton business plan et d'aller ensuite le présenter à un expert comptable pour que lui te donne son avis sur est-ce qu'il manque des choses ou des choses comme ça, quoi. Parce qu'en fait, le business plan, il y a plusieurs parties. Moi, je te parle de la partie un peu compte de résultat, donc entrée et charge, mais il y a toute une partie aussi pour présenter son activité, et ça, c'est notamment pour les gens qui cherchent des financements, que du coup, et qui ont besoin d'un business plan carré pour se présenter à une banque. Là, c'est pas ce qu'on cherche, hein. Quand moi je te parle du statut social, on cherche pas à se présenter à une banque, c'est vraiment pour définir son choix. Mais voilà, un business plan, c'est beaucoup plus que ce que moi je viens juste de te donner comme information, entrée et charge, quoi. Ok, super. Mais voilà, sinon les personnes à contacter qui sont spécialisées là-dedans et qui font ça, c'est les experts comptables. Ok, super. Bah, c'est comme ça, je noterai, effectivement, tu me donneras le lien, je le noterai sous l'épisode de podcast. Ouais. Comme ça, ceux qui nous écoutent pourront directement y aller. Et donc, si je résume un petit peu toutes les informations dont on vient de parler, la première étape avant même de choisir son statut, c'est de faire ce business plan. Et en tout cas, nous, la partie du business plan qui nous intéresse, c'est la partie les frais qui vont entrer et les frais qui vont sortir pour savoir un petit peu dans quel statut après on peut se diriger et ce qui est le plus bénéfique par rapport à son. En fait, c'est une estimation de ce que toi tu vas facturer et de ce qui va sortir pour que ton business tourne, en fait. Ok. Donc, du coup, première étape, on sait, en tout cas, on définit son projet et comment on veut vivre son activité et vivre de son activité. Exactement. Ensuite, le business plan et ensuite, le choix du statut. Exactement. Il y a d'autres étapes au milieu, mais dans l'ordre, on va dire, dans les grandes lignes, c'est ça. Ok, ça marche. Voilà. Ça, c'était le préambule avant de parler des différents statuts qui peuvent exister et pourquoi on va plutôt vers l'un ou vers l'autre, en fait. Ok. Donc, allons-y. Entamons le sujet brûlant, j'ai envie de dire, des statuts. Alors, on va parler on va dire 4 statuts qui pour moi sont principaux. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment déjà, normalement, avec ces 4-là, on a déjà de quoi faire. Il y a le statut que tout le monde connaît, la micro-entreprise. Ouais, et celle qui va parler le plus, du coup, aux personnes qui nous écoutent, parce que je pense que la majorité des make-up artistes sont en micro-entreprise parce que l'info courante, c'est que c'est le plus simple, en tout cas quand on commence, c'est le plus simple de par les démarches administratives et la manière dont on gère en fait son activité. Donc c'est vrai que le choix le plus simple, en plus quand on a toutes ces informations sur Internet et qu'on ne sait pas trop vers quoi se diriger, micro-entreprise. Et il y a de l'incitation en plus, hein. Je veux dire, on incite les gens à aller vers la micro-entreprise. Parce qu'on en parle beaucoup, on dit, vous voulez vous créer, vous pensez que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, il y a la micro-entreprise. Sauf que la micro-entreprise, c'est pas adapté à tout le monde, en fait. Donc, mais voilà, beaucoup de gens y vont parce que on incite, on en parle beaucoup et qu'on parle moins des autres et que les autres, c'est un tout petit peu plus compliqué que la micro-entreprise. Et donc, du coup, ça fait plus peur. Et quand on n'y connaît rien, du coup, on va vers la micro-entreprise, en fait. Ok. Donc voilà, donc la micro-entreprise, effectivement, c'est vrai, c'est le plus simple, c'est le moins coûteux aussi au départ. Donc c'est sûr que quand on se crée, il y a toujours cette angoisse un peu avec le côté financier. Donc c'est le choix que font beaucoup de personnes qui montent leur boîte, d'aller vers la micro-entreprise. On verra après pour qui c'est bien et pour qui c'est moins bien. Ensuite, il y a l'entreprise individuelle. Donc en fait, l'entreprise individuelle, c'est un peu comme une micro-entreprise, parce qu'en fait, la micro-entreprise est une entreprise individuelle, mais simplifiée. L'entreprise individuelle, c'est en gros la différence avec... il y en a plusieurs, mais la principale différence avec la micro-entreprise, c'est que sur la micro-entreprise, tu as un forfait de charge, c'est-à-dire que tu factures 1000 et tu as 2000 de charges, eux, ils considèrent que, en fait, non, tu n'as que 50% de charge, donc 500 euros. Tu vois, donc c'est pas corrélé. En fait, les charges que tu as réellement ne sont pas corrélées avec le forfait de charge qu'on t'applique sur la micro-entreprise.
Alors que quand tu es en entreprise individuelle, là, tu factures 1000, tu as 2000 de charges, tu as un déficit du coup de 1000 euros. Ils prennent vraiment en compte tes vraies charges. Pour moi, l'entreprise individuelle, je t'en parle comme ça un petit peu, mais c'est pas vraiment ce vers quoi j'irai spontanément, parce que il y a mieux à faire en société. Et du coup, après, les formes de société qui existent et qui peuvent être adaptées du coup à un statut de make-up artiste, c'est la SARL et la SAS. Il y a des différences entre les deux, mais en tout cas, dans la gestion, c'est quasiment la même chose. Donc, je te détaillerai après les avantages et inconvénients et pour qui c'est intéressant d'être en SARL ou en SAS. Mais voilà, en gros, on va dire que je te parle de 4 statuts, mais pour moi, il y en a 3 qui peuvent avoir un intérêt. C'est la micro-entreprise, la SARL ou la SAS. Ok, super. Voilà pour ça. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu peut-être je sais pas, des principales différences entre Ouais. micro-entreprise et SARL, SAS. Moi, ce que je me dis, micro-entreprise, c'est comme si, enfin, je suis auto-entrepreneur. Ouais. Et SARL, SAS, j'ai ma société. Oui, c'est ça. En fait, la micro-entreprise n'est pas une société, c'est une entreprise individuelle simplifiée, alors que la SARL et la SAS sont des sociétés. Donc, en fait, la société, c'est une personne morale qui a une personnalité juridique, en fait, qui est propre, donc qui est détachée de la personne qui gère cette société. Alors que la micro-entreprise, en fait, est une entreprise individuelle et en fait, on parle souvent d'entrepreneur. Et ben, l'entrepreneur individuel, c'est la personne qui a une entreprise individuelle, ou le micro-entrepreneur, c'est une personne qui a une micro-entreprise. Donc, effectivement, juridiquement, ce n'est pas la même chose. Le micro-entrepreneur, en fait, il est son activité, en fait, si tu veux. Alors que quand tu as une SARL ou une SAS, il y a 2 personnalités juridiques différentes. Il y a la personne physique, l'entrepreneur, et il y a la personne morale, la société. Ça a une importance en droit des sociétés ou en droit des personnes. Ça n'a pas, c'est pas, enfin pour moi c'est pas pour ça que tu choisis d'être en société ou d'être en micro-entreprise. Mais voilà, il faut savoir que la société peut te protéger plus facilement que la micro-entreprise. Mais voilà, je pense qu'on va pas rentrer trop dans ces détails-là parce que c'est vraiment un vaste sujet et c'est très très large. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment, d'un côté on a une personne physique et de l'autre côté on a une personne morale. Ok. Et là, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi je ferais le choix d'être en micro-entreprise ou pourquoi je ferais le choix d'être en société. Enfin, Ouais. je prends comment ma décision? Alors, en fait, ce que je te propose, c'est de pas détailler chaque type forme d'exercice, mais de prendre des cas, si tu veux, concrets de personnes, de situations de personnes, en fait, et de dire, OK, je suis dans telle situation. Si je fais la micro-entreprise, qu'est-ce qui se passe? Si je fais une SARL, qu'est-ce qui se passe? Si je fais une SS, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, pour qu'on puisse voir, en fonction des situations des personnes, comment ça se gère, en fait. Du coup, j'ai fait le choix de prendre 3 situations différentes qui sont la personne qui est au chômage, la personne qui est salariée et la personne qui n'est ni salariée ni au chômage. Alors, si on prend le cas qu'on voit beaucoup de la personne qui a quitté l'entreprise dans laquelle elle était avant, qui, peu importe si c'est ce qu'elle faisait avant ou si elle se reconvertit, mais en gros, elle est au chômage et donc elle profite des allocations chômage et elle décide de se lancer en tant que make-up artiste. On en voit beaucoup qui, du coup, se créent en micro-entreprise parce que les avantages de la micro-entreprise, c'est que c'est facile à créer, c'est facile à déclarer, et que tu peux aussi avoir, quand tu es chômeur, tu as le choix, je ne sais pas si ça te parle, mais de bénéficier de l'ARS. L'ARS, c'est une somme qu'on te verse, en fait, qui est un montant de tes allocations. En fait, quand tu te retrouves au chômage, tu as X mois, X jours, en fait, indemnisés. Et en gros, l'ARS, c'est le versement en 2 fois de 45% de ces indemnités auxquelles tu as droit, en fait. Qui permet, quand on se lance, d'avoir
potentiellement un socle financier pour faire ses achats, faire ses investissements, etc. Voilà, payer ce qu'on a besoin de payer quand on se lance. Donc, la micro-entreprise permet ça. Oui. Ça, en fait, ce dont tu viens de parler, c'est en gros quand, je sais pas, tu as cumulé du coup pour le chômage et que tu es censé toucher une certaine somme tous les mois, parce que c'est Oui. le chômage. En gros, tu peux faire le choix de demander à ne pas toucher ton chômage tous les mois, mais Oui. d'avoir c'est Un capital 40% de la somme que tu aurais dû toucher au cumul de tous ces mois Oui. en 2 fois. Et du coup, tu ne touches pas le chômage tous les mois. Par contre, tu as une somme de départ effectivement pour lancer ton activité. C'est exactement ça. Tu dis que tu n'y connais rien, mais je vois que tu maîtrises quand même un petit peu le sujet. Je connais un petit peu et j'avoue que du coup, j'essaye de bien, en tout cas, d'essayer de dire avec mes mots, je me dis que potentiellement. Non, mais c'est bien de reformuler pour que ce soit clair pour tout le monde. Effectivement, donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que, admettons que sur la durée de chômage que je vais avoir, j'ai le droit à 30 000 euros. Et en fait, on te propose de toucher 45% de ce montant. Donc, ça va faire, j'ai pas de calculette sous la main, mais on va dire 13 000 euros. En 2 fois, donc ça, je crois que c'est à 6 mois d'écart, et c'est 13 000 euros. Par contre, du coup, tu toucheras pas le reste tout de suite. Mensuellement, tu toucheras plus rien, mais ça te permet potentiellement de démarrer. Ça, pour moi, c'est plutôt pour soit les gens qui ont vraiment besoin d'un capital de départ, soit les gens qui ils sont sûrs que ça va marcher très rapidement et du coup, ils prennent les sous tout de suite, en fait. Ouais, parce que moi, quand on me parle de ça, je me dis pourquoi j'aurais que 45% de la somme à laquelle j'ai Alors, droit. ceci dit, c'est pas perdu, hein. Les 55% qui restent sont pas perdus, mais tu y auras droit, en fait, si ton entreprise, elle ne fonctionne pas et que du coup, tu retournes faire une demande de chômage et que tu clôtures l'activité, du coup, ça te permettra de pouvoir quand même rebondir, pouvoir rebondir derrière. Okay. Mais effectivement, moi, je suis comme toi. Je me dis, je préfère avoir pendant 2 ans mes 100% que d'avoir 45% tout de suite. Donc, c'est une très très bonne info parce que ça, tu vois, les 55%, en fait, pour moi, c'était perdu, quoi. Non. Ils te donnent 45% là, maintenant, de suite, mais tu dis au revoir à tes 55%. Non. C'est ça que j'avais en tête. Donc, du coup, très très bonne info. Non, c'est pas perdu. Admettons que tu te lances, tu prends tes 45%, ton activité, elle dure 3 ans. Au bout de 3 ans, tu n'arrives pas à en vivre et tu dis, bon, j'arrête. Tu retournes voir Pôle emploi et les 55% que tu n'as pas pris, ils te les remettent, ils te refont une allocation mensuelle de chômage, quoi. Trop bien. Donc, c'est pas perdu. L'avantage, ou ça peut être un inconvénient, ça, c'est en fonction des personnes, c'est que quand tu es en micro-entreprise, admettons que tu as 1 500 euros de chômage tous les mois et que tu factures sur ta micro-entreprise un certain montant, admettons 1 000 euros, ça va réduire tes indemnités chômage. Donc, au lieu d'avoir 1 500 euros de chômage, tu vas avoir 500 euros, par exemple. À côté de ça, la micro-entreprise aura facturé 1 000 euros, donc tu auras 1 000 euros sur ta micro-entreprise. Mais du coup, les 1 000 euros que tu n'as pas utilisés de ton chômage te permettent d'allonger tes droits. C'est-à-dire que là où tu avais peut-être droit à 18 mois de chômage, en faisant comme ça et en facturant un petit peu tous les mois sur ta micro-entreprise, tu gagnes pas vraiment plus d'argent. Il y a un petit delta en plus, tu as un tout petit peu plus, mais on va dire que c'est à peu près équivalent à ce que tu as au chômage, sauf si vraiment tu factures bien au-delà de ton chômage. Mais par contre, du coup, ton chômage, tu l'as plus longtemps, donc ça t'assure une sécurité financière pendant plus longtemps. Et au lieu d'avoir 18 mois de chômage à 1 500 euros, vu qu'il y a des mois où tu vas avoir que 500 euros de chômage, 1 000 euros de chômage, etc., ça va te rallonger ton chômage et peut-être que tu auras le droit à 3 ans de chômage grâce à ça, grâce au fait que tu commences déjà à facturer sur ta micro-entreprise. Et ça peut être cool, du coup, effectivement, quand on se lance en tant que make-up artiste, parce qu'on sait que du coup, le revenu d'une maquilleuse, en tout cas freelance et en clientèle, n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on peut gagner, je dis une bêtise, mais on peut gagner 1 000 euros sur un certain mois et 200 euros sur un autre mois. Donc du coup, le chômage vient combler un petit peu c'est ça. Donc ça peut être bien, surtout en période d'été. Là, on gagne plus facilement parce qu'il y a
les mariages. Et en période hivernale, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, effectivement, c'est une sécurité de pouvoir rallonger cette durée-là et de pouvoir quand même avoir ce complément du chômage pendant les mois les plus compliqués. Exactement, exactement. Et ça te permet aussi, les mois où, je sais pas, si tu as 1 500 € de chômage et qu'il y a des mois où tu fais 3 000, 4 000 €, et ben, tu as 3 000, 4 000 € et les 1 500, en fait, ils sont mis au chaud et tu les auras plus tard quand il y aura des mois où tu feras 500 €, par exemple. Donc voilà, ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend de la perception des gens. Le revers de la médaille, c'est que à moins de gagner plus que ton chômage sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sinon, si tu gagnes, admettons que tu as un chômage de 1 500 € et que tu gagnes 500 €, en fait, tu gagneras pas plus que pas beaucoup plus que ton chômage, en fait. Donc, ça te permet pas d'augmenter ton train de vie, à moins de vraiment crever tous les plafonds et de faire des mois super rémunérateurs qui là, du coup, vont être au-dessus de ton chômage. C'est ça. Et surtout que là, on parle d'un chômage à 1 500 €. Mais si on a un chômage qui est de 800 € tous les mois, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins avantageux dans le sens où si on gagne, par exemple, sur le mois de février, on gagne que 300 € avec la micro-entreprise, du coup, le chômage va nous donner que 500 €. Donc, on reste sur un revenu mensuel à 800 € sur un mois de février, quoi. Exactement. C'est pas, alors ça se calcule pas exactement comme ça, mais voilà, grosso modo, tu vas être à peu près tu vas gagner un tout petit peu plus, genre, par exemple, si on prend sur 800 €, tu vas peut-être gagner 50 € de plus, 850. Mais voilà, du coup, ça peut être un peu bloquant en fonction du montant du chômage que tu as, de te dire, en fait, tant que je gagne pas au moins mon chômage, je ne gagne pas d'argent. Enfin, je ne gagne pas d'argent. Je ne fais que reculer mes droits, mais je ne gagne pas plus tous les mois, en fait. Ouais, complètement. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il y a en micro-entreprise, quand tu es au chômage, et d'ailleurs même quand peu importe ta situation, mais quand tu es en micro-entreprise, il y a l'impossibilité de déduire des charges. Donc, tout ce qu'on discutait tout à l'heure, le loyer de ta boutique ou le prêt d'ailleurs, les charges de transport, tes achats, le stock de départ que tu dois te créer, le renouvellement de tes stocks, etc. Tout ça, tu ne peux pas le déduire. Il y a un forfait de charge en micro-entreprise, donc pour les make-up artistes, c'est 50%. En gros, on considère que tu as 50% de charge. Et même si tu as 70% de charge, en fait, par rapport à ce que tu factures, eux, ils considèrent que tu as 50% de charge. Donc, tu vois, c'est pas corrélé avec la réalité, en fait. Autant tu vas avoir 50, ils vont te dire, eux, ils te donnent 50% de charge. Donc, admettons, tu factures 1000, eux, ils considèrent qu'il y a 500 € de charge. Mais autant, tu as 0. Et là, dans ce cas-là, c'est avantageux pour toi. Autant, tu as 2000, et là, du coup, c'est pas du tout avantageux pour toi parce que tu peux pas tu peux pas faire passer tes charges, en fait. Et du coup, ça veut dire que le jour où tu factures 1000, et eux, ils appliquent 50% de charge. Donc, on va dire que eux, ils considèrent que tu as un revenu de 500, alors qu'en fait, finalement, tu as 2 000 € de charge et donc tu es en négatif. Eux, ils vont te taxer sur 500, alors que toi, tu es en négatif. Ouais, c'est ça, c'est que ça change pas. C'est-à-dire que, par exemple, je prends encore un exemple concret, comme ça tu me dis si j'ai bien compris. On va dire au mois de mars où on a besoin de renouveler son kit pour la saison des mariages, on va avoir tendance à racheter, je sais pas, des fonds de teint, mascara, fossiles, etc. Donc là, sur ce mois de mars, on va peut-être avoir, allez, je dis une somme, 300 € de dépenses par rapport au alors que sur un mois, je sais pas, un mois de janvier où là on a un petit peu moins de clientèle, on dépense rien du tout dans le make-up, on a 0 dépense de ça. Dans tous les cas, que ce soit le mois de janvier où j'ai rien dépensé, où j'ai pas acheté de make-up, et le mois de mars où j'ai acheté 300 € de make-up, quand je suis en micro-entreprise, en gros, c'est l'URSSAF, j'imagine. Eux, ils voient pas la diff. Ils prennent. C'est ça. Eux, en fait, ils considèrent que tu as 50% de charge.
C'est ça. Donc, en fait, Et du coup, c'est pas du tout corrélé à la réalité. Et ça veut dire aussi que des fois, quand tu te lances, au début, par exemple, tu as zéro rentrée, tu vois. Il peut y avoir 3, 4 mois, le temps de faire ta communication, etc., de te faire connaître, où tu as des charges et tu as zéro entrée. Et ouais. ben, ces charges-là, tu ne pourras jamais les déduire, en fait, parce que comme tu as 50% de zéro, ça fait zéro. Donc, du coup, aucune déductibilité, en fait, tu Ok, vois. ça Donc marche. voilà, donc ça peut être embêtant. Et puis c'est pareil, si tu fais des déplacements, des choses comme ça, c'est des frais que tu ne peux pas te rembourser en fait, parce qu'il n'y a pas de principe de remboursement en micro-entreprise. C'est ce qu'on va voir après par rapport aux formes de société où là ça peut être avantageux. Donc voilà, il faut se dire que les charges c'est un forfait, ce forfait il est fixe et que ce soit en corrélation ou pas avec les charges que tu as dans la réalité, ben ça n'a aucune importance en fait. Ça D'accord. n'a aucune importance. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si on prend un exemple concret, tu as facturé 1000 euros ce mois-ci, mais tu as eu 1500 euros de charges. L'URSSAF, il te prélève sur ton chiffre d'affaires, donc sur 1000. Te prélever tes charges sur 1000. Alors que toi, tu es en négatif de 1000, en fait, parce que tu as facturé 1000, mais tu as eu un coût de 2000. Tu vois. Donc, c'est pas logique, en fait. Tu vois, c'est pas. C'est- Ouais, c'est ça. Là, ce que je me dis, et j'essaye de visualiser le truc parce que là, je t'avoue, c'est en même temps clair et en même temps, je sais pas si, tu vois, je comprends tout bien ce que tu racontes, mais je me dis, pareil, je vais prendre des exemples concrets, mais sur un mois où je vais avoir des achats à faire par rapport à mon kit make-up, voilà, je vais prendre encore une fois le mois de mars, j'ai eu des clientes, en tout cas sur ce mois-ci, j'ai gagné 1000 euros et j'ai dépensé 500 euros de make-up. Je prends des montants ronds pour que Oui, c'est plus simple. ce soit clair. Donc, j'ai gagné 1000 euros, mais j'ai dépensé 500 euros de make-up pour mon activité. En fait, je vais déclarer à l'URSSAF 1000 euros alors que j'ai déjà dépensé 500 euros. C'est ça. En fait, tu vas déclarer 1000 euros. L'URSSAF, eux, ils te prélèvent sur ton chiffre d'affaires, donc sur 1000, Ouais. et tes 20 et quelques pourcents de charges. Mais du coup, Et après, on par compte le contre, au fait que niveau. j'ai eu des dépenses par rapport à mon activité. Non, pas du tout. Et par contre, par contre, ce qui va se passer quand même, c'est qu'au niveau des impôts, tu vas avoir l'application de ce forfait de charge, en fait, de ces 50%. Donc, du coup, là, tu ne vas payer que sur 50%. Là, ça tombe bien dans ton exemple, 500 euros de charge, ça correspondait à 500%. À Mhm. 50%. 500, pas du tout. D'accord. 50%. Donc si tu veux, on va dire que là, c'était assez corrélé, c'était pas, ça allait. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir des situations où ce n'est pas du tout corrélé, où tu as 1000 euros de chiffre d'affaires, mais tu as 1000 euros de charge, et eux, ils vont quand même te prélever par rapport à ton chiffre d'affaires. Ok, Donc, ça marche. voilà. Du coup, ça me permet de rebondir par rapport à la différence au cas d'une société. Donc, que ce soit SRL ou SAS, ça marchera de la même manière. Si on prend la même situation, donc une personne qui est au chômage et qui choisit de se créer en société, en SRL ou en SAS, peu importe, le fonctionnement sera exactement le même, à ce niveau-là en tout cas. La personne facture 1000 euros. Elle a 300 euros de charge. Ça veut dire qu'elle génère sur ce mois-ci un bénéfice de 700 euros. En admettant que ce soit des charges professionnelles, c'est-à-dire, comme tu le disais, achat de matériel. Mhm. Mais pendant ce même mois, en fait, elle a aussi utilisé son véhicule personnel parce le véhicule n'a pas été acheté par la société, donc c'est un véhicule qu'elle avait déjà avant de se créer et qu'elle utilise pour le pro et pour le perso. Et la personne la make-up artiste a fait 500 kilomètres pour aller à des rendez-vous, des choses comme ça. En gros, pour facturer les 1000 euros, elle a eu des déplacements et elle a fait 500 kilomètres sur le mois avec son véhicule qui est personnel. Elle va pouvoir se le rembourser en fait. La société va pouvoir lui rembourser les frais d'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle. Ça veut dire on va dire que c'est à peu près 0,50 du kilomètre. Ça veut dire qu'en fait, si elle a fait 500 kilomètres, elle va pouvoir sortir de la société 250 euros en remboursement de frais professionnels. Et ça, c'est pas imposable. Ça vient pas réduire ton chômage. Ça veut dire que cette make-up artiste qui touche le chômage
à 1 500 €, elle a la possibilité de se rembourser des frais. Normalement, c'est des frais que tu as vraiment eus. Ça peut être la restauration, ça peut être effectivement les frais professionnels. Et donc, en fait, elle touche 1 500 € de chômage. Et en plus de ça, la société va lui rembourser 250 € de frais professionnels. Et donc là, en fait, dans son niveau de vie, elle augmente son niveau de vie parce que le remboursement des frais professionnels, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, l'essence, c'est pas le coût de l'essence, c'est un forfait en fait, c'est à peu près 0,50 du kilomètre. Donc à chaque fois qu'elle fait 1 kilomètre, elle peut se rembourser 50 centimes. Donc du coup, ça c'est le gros avantage de la société quand on est chômeur créateur, c'est que on perçoit son chômage, 1 500 €. Et en plus de ça, on peut se rembourser tous les frais professionnels qu'on paye, en fait, si tu veux, à titre personnel, mais dans le cadre de son activité professionnelle. Tu fais un déplacement, tu vas au restaurant, ça te coûte 30 €, plus tu as fait 200 kilomètres, donc à 0,50 le kilomètre, ça fait à peu près 100 €. Tu as payé le péage, 20 €, bah, ça veut dire que tu vas pouvoir te rembourser à titre personnel 150 € qui ne vont pas venir réduire ton chômage et qui ne vont pas venir augmenter tes impôts. Okay. Et que tu vas pouvoir déduire de la société. Donc là, tout à l'heure, on avait pris l'exemple, tu as facturé 1000, tu as eu 300 de renouvellement de matériel et tu as donc 150 € de frais professionnels. Ça veut dire que ta société, elle a facturé 1000, elle a payé 300 de matériel et elle te rembourse 150. Donc sur la société, il reste 550 de bénéfices. Et toi, tu as touché ton chômage 1500 plus 150 € de remboursement de frais. Donc 1650 sur ce mois-ci. Ok. Et c'est 550 € qu'il reste du coup dans la société? Dans la société, bah soit à un moment donné, tu peux choisir de te payer, mais là, si tu te payes, du coup, ça va venir réduire ton chômage. Après, tu peux choisir aussi de les laisser dans l'entreprise parce que ton chômage te suffit avec les remboursements de frais, etc. Ça te permet d'assurer ton train de vie. Du coup, tu les laisses dans l'entreprise et pour le jour où tu n'auras plus le chômage, tu auras accumulé de la trésorerie dans l'entreprise. Ce que tu ne peux pas faire en micro-entreprise. En fait, en micro-entreprise, il n'y a pas ce système de capitalisation. En fait, tu as déjà payé tout ce que tu as touché. En fait, tu as déjà payé tout ce que tu devais à l'URSSAF, etc. En fait, tu vois, il n'y a pas c'est pas de l'argent que tu pourras utiliser quand il y aura plus de chômage et que tu auras une phase un peu morte où il n'y a pas beaucoup de rentrées. C'est de l'argent que tu auras éventuellement épargné, mais c'est pas de l'argent qui te permettra de payer tu payeras plus de charges sociales dessus parce que tu les as déjà payées. Et ça, je t'en parlerai quand on va aborder le sujet de la retraite, de pourquoi c'est avantageux en société justement de pouvoir capitaliser comme ça pour utiliser l'argent plus tard. Okay. Mais ça, on y reviendra quand je te parlerai de la partie retraite. Donc voilà, la grosse différence avec la société, du coup, c'est que dans la société, tu peux déduire toutes tes charges, toutes les charges professionnelles, tu peux les déduire. Et si tu fais des paiements avec ton compte personnel ou que tu utilises du matériel personnel, je pense par exemple à un ordinateur, la connexion Internet de chez toi. Parce que moi, par exemple, je travaille de chez moi. Donc, ça veut dire que je peux me rembourser une partie de mon abonnement Internet, par exemple, par ma société. Je peux me rembourser une partie de mon loyer par ma société parce que j'ai un bureau dans ma maison, en fait. Tu vois ? Tout ça, c'est des choses que tu peux faire en société et que tu ne peux pas faire en micro-entreprise. Et là, du coup, j'imagine, c'est d'où l'importance de faire un peu son business plan pour savoir combien de frais on pense avoir, exactement, combien d'investissements en fait on va avoir à faire pendant son activité, pendant l'exercice de son activité, parce que effectivement, s'il y a entre guillemets, enfin, tu me dis, hein, mais s'il y a beaucoup de trajets à faire, s'il y a beaucoup d'achats de make-up, beaucoup d'achats de matériel, que ce soit les éclairages, la chaise, la bagagerie, etc., ça peut être plus avantageux. Alors, selon sa situation, hein, encore une fois, mais ça peut être plus avantageux effectivement d'être en société pour faire passer en fait toutes ces dépenses-là, alors que lorsqu'on est en micro-entreprise, c'est
en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est un peu de notre poche, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ça vient en déduction de ce qu'on gagne directement. Et autre point intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est en société, lorsque l'argent rentre dans cette société, parce que voilà, on commence à faire des prestations, etc., on peut économiser et faire rentrer la trésorerie en fait dans notre société et du coup pouvoir réinvestir par la suite si on en a besoin ou si on n'investit pas, pouvoir se payer un salaire par la suite. Exactement. Quand tu n'auras plus droit au chômage ou une fois dans l'année, tu te dis, voilà, tant pis pour le chômage, tant pis pour mes 1500 euros de chômage, je me sors un salaire de 4000 euros, par exemple. Ça va annuler ton chômage pour un mois, mais du coup, tu auras 4000 euros. Donc, tu auras gagné 2500 euros de plus que ton chômage. Et du coup, pareil, ça aura le même effet que la micro-entreprise. Ça va décaler ton chômage. Les 1500 euros que tu n'auras pas pris, ils seront décalés, en fait. Mais par contre, je sais pas si mon intervention va être bien là maintenant dessus, mais lorsque on est en société et qu'on veut se sortir ce salaire de 4000 euros parce que voilà, on a envie de se faire plaisir sur un mois ou peu importe les raisons. Pas 4000 euros. Ça coûte pas 4000 euros à la société. Alors que en micro-entreprise, entre guillemets, si on gagne 4000 euros, on gagne 4000 euros. Alors oui, non, parce que tu payes tes charges aussi, en fait. Oui. C'est juste que les charges sont moins importantes. Mais par contre, de toute façon, c'est toujours pareil. Qui dit charge moins importante, dit moins bonne couverture. Ça veut dire que tu es moins bien couvert au niveau de ta prévoyance, moins bien couvert au niveau de ta retraite. Ouais. Donc voilà, c'est un choix à faire. On pourra pas rentrer dans ce détail-là dans ce podcast-là, mais voilà, c'est effectivement des choses qui sont à prendre en compte. Et moi, tu vois, quand je détermine le choix du statut social pour un chef d'entreprise, je regarde tout ça justement pour dire ok. Donc là, si vous êtes dans telle situation, admettons que vous soyez en arrêt maladie, vous serez couvert de telle manière. Si vous êtes dans telle situation, là, ça coûte un peu plus cher, mais vous serez mieux couvert, etc., etc. Tu vois, c'est ce qu'on regarde quand on fait le choix du statut social. Ok. Plus en détail. Ok, super. Voilà. Donc ça, c'était pour les personnes qui sont chômeurs créateurs. Donc en gros, si on résume, la micro-entreprise, ça te permet à chaque fois que tu factures de prendre moins de chômage, mais du coup de faire durer ton chômage plus longtemps. C'est facile de création. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais en parler quand même. C'est facile de création, c'est facile de déclaration. Tu déclares tous les mois ou tous les trimestres. Normalement, ils te conseillent de le faire tous les mois quand tu es chômeur. Donc voilà, c'est facile. Il faut apprécier le fait de se dire que on ne gagnera pas plus que son chômage, à moins de faire des super mois qui, là, annulent complètement le chômage et où tu peux percevoir, du coup, une rémunération plus importante sur un mois ou sur une période donnée. L'inconvénient de la société, que ce soit la SRL ou la SAS, c'est que ça te coûte un petit peu plus d'argent. C'est-à-dire que la comptabilité en micro-entreprise, il y en a pas. Il y a une déclaration de chiffre d'affaires à faire, mais il n'y a pas de comptabilité en tant que telle à tenir. C'est le cas quand tu es en société. En société, tu dois tenir une comptabilité. Alors, soit tu fais appel à un comptable, ce qui peut coûter assez cher, on va dire que c'est autour de 150 euros par mois, soit tu fais une comptabilité que tu tiens toi-même. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. J'ai un logiciel de comptabilité qui va récupérer mes entrées et mes sorties sur mon compte bancaire professionnel et qui les classe, qui regarde la TVA, les choses comme ça, et qui les classe. Alors après, il faut quand même regarder ce que le logiciel fait, mais globalement, ça marche quand même assez bien. Et quand il est pas sûr, en fait, il te demande. Donc, voilà. Donc, et ça, moi, ça me coûte 50 euros par mois. Tu vois, c'est quand même 3 fois moins cher qu'un comptable. Quand on dit qu'en société, ça coûte vraiment beaucoup plus cher, bon, voilà, c'est à mettre en parallèle. 50 euros par mois. Moi, si tu veux, moi, ça me convient dans le sens où, moi, j'ai beaucoup de déplacements. Donc, du coup, je me rembourse des frais professionnels. J'ai mon chômage et à côté de ça, je me rembourse mes frais. Donc, du coup, en fait, tous les mois, j'ai plus d'argent que juste mon chômage, en fait. Oui, bien sûr. Donc, 50 euros pour pouvoir bénéficier de ça, c'est quand même avantageux. Mais du coup, là, la question qui me vient, c'est quand tu as ce logiciel comptable qui effectivement est avantageux financièrement, comment ça se passe quand tu dois faire ton bilan à la fin de l'année? Il le fait, le logiciel le fait.
Ok. Après, t'as le choix d'avoir un centre de gestion agréé ou pas. Moi, j'en ai pas, par exemple. Et si t'en as un, après, tu transfères les données à ton centre de gestion et c'est eux qui envoient les déclarations. Si tu n'en as pas, c'est le logiciel, en fait, ceux qui tiennent le logiciel qui font le transfert. Ok. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend. Moi, je suis à l'aise avec ça, donc ça me semble pas compliqué. Il y en a pour qui c'est complètement chinois, donc voilà, c'est toujours à mettre en parallèle avec ses connaissances et son envie de se plonger dedans et de comprendre comment ça fonctionne. Oui, bien Donc, sûr. donc voilà pour ça. La petite différence entre... Ah oui, tu me demandais tout à l'heure si on se verse un salaire ou une rémunération quand on est en société. Évidemment, quand tu veux te verser 4 000 euros, ça te coûte pas 4 000 euros, hein, on est bien d'accord, ça te coûte beaucoup plus que ça. Et là, tu as une grosse différence entre la SAS et la SARL. La SAS, tu es un salarié. La seule différence avec le salarié, c'est que tu cotises pas au chômage parce que le principe pour cotiser au chômage, c'est qu'il y ait un aléa sur le fait que tu restes ou non dans la société. Mhm. En fait, c'est qu'il y a un lien de subordination, en fait. Et quand tu es chef d'entreprise, il n'y a pas de lien de subordination puisque le patron, c'est toi. Donc, tu ne cotises pas au chômage quand tu es en SAS, en SARL non plus, mais le statut est différent. Et en fait, quand tu es en SAS, ça te coûte la même chose que ça coûte à ton employeur quand tu es salarié. C'est-à-dire que tu vois, souvent, on te dit, en gros, pour 1 euro net versé, ça te coûte 2 euros, en fait. Ça te coûte le double. Donc, ça veut dire que pour verser 4 000 euros net, il faut que ça te coûte à peu près 8 000, quoi. Mhm. Voilà. Ça, c'est pour la SAS. Pour la SARL, c'est un autre système parce que là, tu n'es pas salarié, tu es gérant de société et il y a un barème, en fait, c'est un barème de charges. En général, on a tendance à dire que les charges, c'est à peu près 45% de ce que tu prends. Donc, si tu prends 4 000 euros, on va dire que grosso modo, ça va te coûter 2 000 euros de plus, donc 6 000. Donc, tu vois, c'est quand même, la SARL, c'est moins cher que la SAS. Ouais. Ok, très bonne information. Voilà pour ça. Il y a aussi, alors forcément oui, quand même important quand tu décides de ne pas passer par la micro-entreprise et que tu crées une société, il y a des formalités de création qui coûtent un petit peu d'argent, à peu près 200 euros. Moi, par exemple, tu vois, en comptabilité, je suis chez Indie. Indie te permet, si tu prends la comptabilité chez eux au moment où tu crées ta société, ils te mettent en relation avec un de leurs partenaires qui fait les formalités de création pour 1 euro. Donc du coup, ils te font les statuts de ta société, etc. T'as juste ton objet social à renseigner. C'est quand même ce qui est le plus compliqué, mais voilà. Ça, tu peux éventuellement te faire accompagner d'un expert comptable pour le rédiger. Mais voilà, en gros, 1 euro, ils te font l'enregistrement, la publication, etc. Par contre, ces démarches-là, elles coûtent de l'argent. Donc eux, ils te font quand même payer ces formalités, l'enregistrement au greffe, la publication dans un journal d'annonce légale. Ça coûte à peu près entre 2 et 300 euros de mémoire de ce que j'ai payé. Voilà, donc entre 2 et 300 euros, 50 euros ton logiciel de comptabilité et après tu as la partie création de la société, donc ça a un petit coût entre 2 et 300 euros. Ensuite, tu as besoin d'un compte bancaire dédié. Quand tu as une société, en fait, la société doit avoir son propre compte bancaire, ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise. En micro-entreprise, tu peux tout gérer de ton compte bancaire personnel, ce qui n'est pas conseillé, mais tu peux le faire. Effectivement, les frais bancaires, moi, ça me coûte 19 euros par mois, je crois. Ça doit faire après un peu moins de 250 euros l'année. Voilà, donc il y a quelques frais en plus, je dirais de l'ordre de 500 euros à peu près à la création. Et après, il y a les frais de compta en fonction de si tu choisis de gérer tout seul ta comptabilité ou si tu veux la faire gérer par un expert comptable, on va dire entre 50 et 150 euros par mois. Voilà pour ça. Donc voilà, ça c'était pour le chômeur créateur. Ouais. Ensuite, tu as la situation du salarié créateur. Donc, la Mhm. personne qui est en situation d'activité professionnelle, CDD, CDI, ce que tu veux, et qui veut se lancer en parallèle ou en complément de son activité salariée. Là, la micro-entreprise
a un peu plus de sens dans le sens où c'est facile, que il y a des chances pour que si tu fais ça en parallèle de ton job, tu gagnes pas non plus des millions parce que forcément si t'as déjà un job à plein temps, ça te prend forcément du temps, donc t'en as un peu moins pour ta micro-entreprise. Donc pour démarrer, si tu veux, ça me paraît déjà plus avantageux parce que il y a des chances pour que voilà, si c'est juste pour compléter, que tu aies quelques dépenses que tu sois obligé de payer à titre personnel, c'est peut-être un peu moins grave que quand tu fais vraiment que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà. Donc après, tu vas pouvoir cumuler salaire et revenus. Donc il y aura pas cet effet de dès que je gagne de l'argent sur ma micro, ça vient réduire mon chômage. Ça viendra pas réduire ton salaire. Ça sera que du bonus. Donc là, la micro a quand même un peu plus d'intérêt que quand tu es chômeur créateur. Quand tu es salarié créateur et que tu choisis directement de te mettre en société, c'est qu'en général tu vas pas rester salarié très longtemps et que tu vas partir et que du coup tu anticipes ce départ en fait. Pour moi, hein. Oui, oui, c'est assez logique, effectivement. Voilà. Donc pourquoi pas la micro quand tu es salarié créateur, pourquoi pas aussi quand tu es chômeur créateur, mais attention en fonction des charges. Si tu as beaucoup de charges et peu d'entrées, la micro c'est pas avantageux. Il vaut mieux mettre un peu plus d'argent si tu en as la possibilité et passer en société. Et après, tu as du coup la situation des personnes qui sont qui sont aucun de ces deux cas-là, ni chômeur ni salarié. Et voilà, une personne qui sort de l'école, elle a pas envie de commencer par être salariée et elle choisit de se créer tout de suite. Donc là, on en revient un petit peu. Là, en fait, c'est un mix des deux. Ça va vraiment dépendre des charges. Pareil, si les charges sont très importantes, peut-être que la société c'est plus avantageux. Si les charges sont importantes, pour pouvoir les déduire, peut-être que la société c'est plus avantageux que la micro-entreprise où tu pourras pas déduire tes charges et où en sortant de l'école, les chances pour que tu génères de l'argent rapidement sont un peu moins. Tu vois, quand tu sors d'une activité salariée, tu as peut-être déjà un petit peu un réseau qui peut te permettre de démarrer. Quand tu sors de l'école, peut-être un peu moins, donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Si tu as des charges au départ, peut-être que la société, c'est plus avantageux, mais ça a un coût supplémentaire au départ, donc à mettre en parallèle. Par contre, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que il y a aucun statut qui est définitif. Tu peux te dire, je me crée en micro, faire 6 mois en micro, voir que ça te convient pas et passer en société. Oui, bien sûr. Tu vois, tu peux switcher de l'un à l'autre sans problème. Donc voilà, c'est vraiment les charges que tu vas avoir mis en parallèle avec les entrées d'argent. C'est vraiment ça qui, en général, dicte le choix du statut que tu vas faire. D'accord. Là, du coup, tu vois, j'ai une question qui me vient. Quand on a défini un petit peu son projet de make-up artiste, je vais prendre un exemple très concret, mais je vais prendre une personne qui veut faire une école de maquillage, on va dire une étudiante, elle veut faire une école de maquillage. Et pour être maquilleuse freelance pour de la clientèle, donc maquiller pour des mariés, des shootings, des choses comme ça, c'est ça qu'elle veut faire dans son activité. Et elle se pose avant même de faire son école de maquillage cette question du statut. Est-ce que c'est à ce moment-là que véritablement elle doit se poser cette question parce que du coup avec tout ce que tu nous as dit là, je me dis est-ce que c'est pas une idée ou c'est même pas plus intelligent de choisir son statut avant même d'avoir terminé sa formation pour faire passer le coût de la formation, donc le coût d'une école qui est à peu près aux alentours de, je vais être sympa, mais 6 000 à 10 000 euros l'année. Une formation avec une maquilleuse qui va être aux alentours de 1000 à 2000 euros. Est-ce que c'est pas plus intelligent de créer son statut et pourquoi pas de créer une société avant même de faire cette formation-là pour faire passer le coût de la formation dans la société et du coup aussi le coût du kit parce que on sait tous que quand on crée un kit de maquillage, on va dire que c'est aux alentours de 1500 euros pour démarrer et c'est un petit kit. Donc, est-ce qu'il faudrait pas se créer en amont? Alors, oui et non.
Oui, si en parallèle de la formation, elle pense que elle peut déjà commencer à faire un peu des prestations. Parce que le problème, c'est que si tu crées la société, oui, tu vas pouvoir passer les frais d'école en charge, donc 10 000 euros. Par contre, alors, les 10 000 euros, tu vas les avancer, puisque de toute façon, la société, quand elle se crée, elle n'a pas d'argent, hein. Donc, c'est toi qui amènes de l'argent dans la société. Donc, admettons que tu amènes ces 10 000 euros. OK, la société, elle a un capital social de 10 000 euros, une trésorerie de 10 000 euros, et elle va payer les frais de formation. Donc, tu vas pouvoir les déduire de la société, et pareil pour le kit. Mais par contre, ça veut dire que je sais pas combien de temps ça dure, une école de make-up artiste. L'école de make-up artist, ça dure environ 9 mois, en tout cas pour les formations complètes. Bon, disons un an, disons que tu fais de la grosse formation et que ça dure un an. Euh, Du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir déduire les frais de formation, mais que tu vas aussi avoir le coût de ta comptabilité et de ta banque pendant un an, Ouais. sans forcément rentrer d'argent, tu vois. Ouais. Donc, donc voilà. Donc oui et non pour si vraiment tu n'es pas dans une comment dire, si tu penses que au cours de l'année tu peux commencer déjà à facturer des petites prestations, pourquoi pas, tu vois. Si vraiment tu sais que tu vas te concentrer sur l'école, paye tes 10 000 euros, toi, à titre perso, et après, quand tu rentreras de l'argent sur la société, tu pourras enfin, tu vois, tu te payeras, et ça compensera, en fait. Ouais. Mais, que si c'est pour attendre un an et avoir que des frais, je sais pas si c'est le bon plan. Après, il y a surtout la question de la TVA, parce que c'est vrai que du coup, si tu fais passer les frais de formation sur la société, tu pourras récupérer la TVA. Donc, sur 10 000 euros, bah, ça fait quand même 1000 et quelques euros, un peu plus, même 1000, je dirais à peu près 1800. J'ai pas la calculette sous la main, mais ouais, tu pourrais récupérer la TVA. On va en parler un petit peu de la TVA rapidement, mais oui, voilà. Donc, Oui, ok, c'était une question comme ça, mais effectivement, ouais, j'entends le fait ça que si tu dépend. crées ta société, non, effectivement, pendant l'année de ta formation avec les stages, etc., non, on gagne pas d'argent. En tout cas, je pense que rares sont les personnes qui gagnent de Ouais, l'argent dans leur première, déjà dans leur formation, et puis même dans les premières semaines juste après l'école. Donc, effectivement, ça vaut peut-être pas le coup de payer bah, tous les frais, les frais d'une société. Donc la compta dont c'est tu as ça. parlé, etc., même s'ils sont pas énormes, c'est des frais en plus et dont on n'a pas besoin quand on fait une formation make-up. Mm. Donc ok, c'était une question à laquelle j'avais pensé, mais Voilà, si c'était une personne qui sort, qui était déjà make-up artiste et qui, ouais, mais bon, si elle est déjà make-up artiste, elle fera pas cette grosse forme, enfin, potentiellement pas cette grosse formation. Si tu veux, c'est bien de faire passer les frais de formation, justement, quand c'est des formations ponctuelles, des remises à niveau ou d'apprendre des nouvelles techniques ou des choses comme ça qui vont pas durer un an et que tu fais dans le cadre de ton activité. Là, oui, là, il y a un gros intérêt à les faire passer sur la société. Si tu n'es pas encore lancé, déjà aussi, il y a le fait que, la formation, la grosse formation, peut te faire changer tes plans, si tu veux. Tu vois, tu peux faire la grosse formation et en fait, à la fin, te dire non, finalement, je me sens pas prête pour me lancer toute seule. Donc, je préfère encore faire 2, 3 ans salarié avant de me lancer. Et du coup, tu auras créé la société pour rien. C'est dommage, tu vois. ouais, ouais, C'est non, t'as raison, dommage. t'as raison. Donc, Complètement. plutôt non, sauf vraiment cas particulier. Ou de quelqu'un qui peut vraiment déjà facturer alors qu'il est en formation. Ok. Voilà pour ça. Je voudrais aborder la TVA euh, parce que souvent en micro-entreprise, les gens sont contents d'être en franchise de TVA, c'est-à-dire de ne pas facturer la TVA euh, parce que bah, du coup on est plus compétitif, hein, c'est 20% de moins. Euh, mais l'inconvénient, bon, alors tu vas me dire en micro-entreprise, de toute façon, tu peux pas déduire tes charges, mais on va dire que du coup, l'avantage de la société, c'est que si tu n'es pas en franchise de TVA, tu factures de la TVA, mais du coup, tu la récupères sur tous tes achats. Donc, ça veut dire que quand tu vas acheter ton, tu vas renouveler ton stock de make-up, etc. Bon, je prends encore un chiffre rond, mais admettons que ça te coûte 1 000 euros hors taxe. Ça veut dire que ça te coûte 1 200 euros TTC. Ça veut dire que tu peux
récupérer 200 € de TVA. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu auras l'impression d'avoir payé 1200, mais en fait, ça t'aura coûté que 1000. Donc ça, c'est quand même avantageux et ça marche aussi, genre, sur les frais de restauration, par exemple. Tu vas au restaurant, sur le restaurant, il y a de la TVA. Du coup, ça veut dire que tu payes ton restaurant beaucoup moins cher si c'est un restaurant dans le cadre de ton activité professionnelle. Tu vas payer, c'est souvent 10% la TVA sur les restaurants, mais du coup 10% de moins en fait, parce que cette TVA, tu vas la récupérer. Souvent, les gens ont peur de la TVA. Faut pas avoir peur. La TVA, c'est bénéfique. Moi, je suis contente quand je vais acheter des fournitures de bureau de me dire qu'en fait, je paye 20% de moins parce que je vais récupérer la TVA, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Donc, Si je reformule un petit peu cette petite partie sur la TVA, et tu me dis encore une fois si j'ai bien compris, mais c'est que quand tu es en société, tu es soumis à la TVA, alors que en micro-entreprise, non. alors, en micro-entreprise, ça dépend de ton chiffre d'affaires. En dessous d'un certain seuil, tu peux être en franchise de TVA. Au-dessus d'un certain seuil, tu es obligé de facturer la TVA. Et en plus, souvent, des fois, tu vas passer ce seuil en cours d'année. Et là, c'est bazar. C'est bazar parce que du coup, il faut remonter en arrière sur toute ton année pour aller parce que toute ton année doit être soumise à TVA. Enfin, je suis pas comptable, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu pénible. Ok. Et tu as une idée du seuil à ne pas dépasser pour pas être assujetti à la TVA? Et ben, j'ai plus en tête les seuils. J'ai Ok. plus en tête les seuils. Faudrait que je regarde, mais Ok, ça marche. Et du coup, toujours pareil pour reformuler un petit peu, c'est-à-dire que quand tu es en micro-entreprise et que tu n'as pas franchi ce seuil-là, tu n'es pas assujetti à la TVA, c'est-à-dire que quand tu factures une prestation, donc par exemple un make-up que vous allez facturer 100 €, mhm. gagner 100 € dessus, alors que Oui. une société qui elle est assujettie à la TVA, ou alors si vous êtes en micro-entreprise et que vous avez dépassé le seuil, là dans ce cas-là, si vous facturez à votre cliente une prestation make-up à 100 €, en réalité, ce qui rentre dans votre société, c'est 80 €. Parce que c'est Alors, moi, je le vois pas dans ce sens-là. En fait, c'est plutôt, je vois, si tu dois facturer, en fait, peu importe que tu sois en TVA ou hors TVA, toi, ce que tu factures, c'est le hors taxe. Donc, si toi, ta prestation, c'est 100 €, tu auras 100 € dans ta poche. La différence, elle est pour ton client. Ton client, si tu es en franchise de TVA, ça lui coûtera 100. Si si tu es en TVA, ça lui coûtera 120. Donc oui, c'est je pour vois. ton client que ça va coûter plus cher. Mais du Alors, coup, il y ça, a c'est vrai que c'est une petite subtilité, mais alors je sais pas s'il y a que pour moi que ça fait sens ou que ça fait pas sens, mais j'en ai parlé un petit peu avec mon comptable parce que moi je suis en société ouais. et c'est vrai que il m'a parlé de ce sujet de la TVA, mais moi c'est vrai que dans ma tête, quand en fait je vois pas ça comme ça parce que je présente à mes clientes par exemple ma grille tarifaire. Sur ma grille Mhm. tarifaire, c'est noté le prix qu'elles vont Oui, payer. TTC. Et c'est ça, c'est Mm. TTC, parce que c'est hyper compliqué sur elles. Même, je vois quand je leur envoie les devis, parfois, c'est parfois, hein, j'ai quelques questions par rapport à ça, parce que effectivement, et ben moi sur mes plaquettes tarifaires, par exemple, il y a maquillage 100 €. Ensuite, quand elles reçoivent le devis, bah elles voient hein, que c'est toujours 100 €, mais Mm. effectivement, il y a le hors taxe qui est noté également. Et Oui. c'est pour ça que je le prends un peu dans l'autre sens parce que Mhm. vraiment, moi, je discute avec mes clientes et c'est forcément, je leur parle du TTC, quoi. Donc moi, j'ai l'impression de leur proposer un Mais service effectivement, et de ne gagner que. euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ça, c'est parce que toi, quand tu fixes tes tarifs, en fait, tu dois fixer tes tarifs par rapport à ce que ça te rapporte à toi en hors taxe, en fait. Et après, effectivement, la TVA viendra se rajouter. Il y a aussi quelque chose par rapport à ça, c'est tu as des clientes qui sont plutôt des particuliers ou plutôt des professionnels. beaucoup de particuliers. Voilà. Toi, tu as beaucoup de particuliers. Moi, j'ai beaucoup de professionnels, par exemple. Donc, pour moi, la TVA, c'est absolument pas un sujet parce que comme ils sont pros, ils la récupèrent, la TVA.
Donc, en fait, c'est neutre pour eux, tu vois. Bien Donc, sûr. ça, c'est aussi quelque chose qui est à voir en fonction du statut de la make-up artiste. Si la make-up artiste, elle fait beaucoup de make-up, par exemple, elle va sur des plateaux, tu vois, sur des séries, elle va travailler pour, voilà, une entreprise qui, elle va maquiller les acteurs de Game of Thrones, par exemple, tu vois. Et ben, du coup, là, elle sera payée par un pro. Et donc, du coup, la TVA, bah, ça sera pas vraiment un sujet, tu vois. Effectivement, par contre, quand tu es sur du particulier, du coup, être en franchise de TVA, c'est avantageux parce que tes tarifs sont plus compétitifs. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais il me semble, alors je suis pas comptable encore une fois, mais il me semble quand même que tu peux être en franchise de TVA même en société. Quand tu dis franchise de TVA, c'est-à-dire? C'est ne pas facturer la TVA. Ok. Donc, j'ai regardé du coup entre-temps les seuils de TVA pour les micro-entrepreneurs et ça va jusqu'à 36 800. Ok. Oui, c'est ça. 36 800. Ok. Donc, Ça laisse une petite marge, mais effectivement, c'est atteignable. bah, la marge, ouais, elle est potentiellement pas là longtemps, quoi. Mhm. Donc, parce que 36 000 euros, ça veut dire 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Hein. Mhm. Ça veut pas dire que c'est ce que tu as dans ta poche. Donc, donc voilà. Après, je sais pas combien les make-up artistes peuvent espérer gagner euh, au mieux de leur carrière, mais voilà, effectivement, 36 000 euros, ça s'atteint assez vite, Ok. je Et pense. alors, je sais qu'on en avait déjà un petit peu parlé quand on a préparé cet épisode de podcast, mais du coup, on a parlé de la micro-entreprise, de la société avec la SAS et la SARL. Mhm. Est-ce qu'on peut passer très rapidement, même si je sais que c'est pas ton domaine, sur un statut qui nous intéresse, nous, en tant que make-up artiste, qui est le statut d'intermittent? Oui. En fait, le statut d'intermittent, si tu veux, pour moi, c'est un choix que tu fais pour avoir une certaine sécurité, puisqu'en fait, c'est un contrat salarié. Donc tu as droit au chômage, etc. derrière. Il y a des conditions. Alors, je connais pas bien les conditions parce que du coup, effectivement, c'est pas un statut que je maîtrise et que je vois souvent. Mais tu as des conditions particulières pour l'accès au chômage, etc. Mais c'est un statut salarié en fait. C'est un statut salarié, c'est juste que tu es payé à la journée ou au cachet au lieu d'être payé comme le serait un salarié à 35 heures par semaine ou 39 heures par semaine. Ok. Mais voilà, mais ça reste un statut salarié qui peut d'ailleurs venir en complément d'une activité soit de micro-entreprise, soit de société. Il peut y avoir des employeurs qui préfèrent embaucher les personnes sous un statut salarié plutôt que de verser une somme à une société. Tu vois, parce que pour eux, c'est différent. Admettons qu'ils ont une enveloppe de 5 000 euros. Je te dis n'importe quoi en termes de chiffres. Ils ont une enveloppe de 5 000 euros. Toi, tu peux dire, OK, ben moi, j'ai une société. Donc, soit je peux vous facturer ces 5 000 euros. Et après, toi, tu géreras tes 5 000 euros comme tu veux. Soit vous pouvez me verser un salaire qui vous coûte 5 000 euros. En général, pour toi, ça sera plus avantageux si tu as le choix et que tu as une structure, une société, de prendre les 5 000 euros et après de t'organiser comme tu veux pour te payer. Oui, bien sûr. Tu vois. Ok. Donc voilà. Mais oui, effectivement, ça, c'est un statut qui peut être complémentaire. Tu sais, ça peut aussi être pour des personnes qui se créent en société, arrivent un peu au bout de leur droit à chômage et du coup prennent un contrat de statut d'intermittent pour pouvoir prolonger un peu leur droit à chômage le temps que finalement leur société elle n'a pas encore bien pris et ils veulent se laisser encore un peu de temps. Ça peut leur permettre d'avoir des nouveaux droits à chômage, derrière. Est-ce que, alors, je vais quand même oser en parler, même si j'ai entendu un peu dans la sphère make-up artiste que c'était un sujet un petit peu délicat. Mais du coup, j'imagine que c'est possible, en tout cas c'est ce que tu nous dis, de cumuler le statut d'intermittent avec le statut de micro-entreprise et du coup, potentiellement de réussir à avoir un équilibre pour ne pas dépasser ce seuil, tu sais, par rapport à la TVA.
Ah, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Oui, bah techniquement, alors à moins qu'il y ait vraiment, je suis vraiment pas spécialiste du statut d'intermittent, mais de la même manière que c'est possible pour un salarié d'avoir un salaire et une micro-entreprise, je vois pas pourquoi un intermittent ne pourrait pas avoir une micro-entreprise et effectivement avoir un peu une balance entre les deux. De la même manière que c'est possible d'avoir une micro-entreprise et une société. Ok. Donc voilà, donc oui, effectivement, il y a peut-être j'avais pas pensé à ça, mais il peut effectivement y avoir peut-être des situations où c'est avantageux d'avoir les deux. Ok. Et quel serait l'avantage d'avoir une société et une micro-entreprise? Là, comme ça, je vois pas, à moins d'avoir, par exemple, une double activité. Et du coup de pas vouloir tout mettre sous la société et d'avoir par exemple une petite activité de micro-entreprise où t'as pas beaucoup de charges par exemple et t'as les 50% de charges ça c'est plus que ce que tu as réellement comme charge et du coup à côté t'as ta société qui est vraiment le cœur de ton métier. Je sais pas, tu vois par exemple pour les make-up artistes, est-ce que il peut y avoir différentes activités que le maquillage. Par exemple, toi, tu veux monter une école de maquillage, c'est différent de ton activité de make-up artiste. C'est deux activités qui sont différentes. Donc peut-être que tu pourrais avoir une activité de make-up artiste en micro-entreprise et avoir ton activité de formation, de ton école en société, par Ok, exemple. Là, tu vois, c'est l'exemple qui me vient du coup par rapport à ta propre situation. C'est un peu l'exemple qui me vient comme ça en tête. ça marche, super. Ouais, super. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point, enfin, je pense que ce serait intéressant, sur la couverture maladie, parce que je pense que c'est différent d'un statut salarié. Comment ça fonctionne? Alors en fait, de manière générale, les cotisations quand tu es en micro-entreprise sont payées sur chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc pour les make-up artistes, c'est 50%. Donc ça veut dire que tu payes des charges sociales sur 50% de ton chiffre d'affaires. Euh, donc du coup, que ce soit la retraite ou la prévoyance, voilà, tu ne cotises que sur 50%, donc forcément, tu as des droits qui sont sur 50% de ce que tu as facturé. D'accord. Ce qui n'est pas le cas en société, puisqu'en société, tu choisis de te verser un certain salaire ou une certaine rémunération. On parle de salaire en SAS ou SASU quand on est tout seul. On parle de rémunération quand on est en SARL parce que on n'est pas salarié, on est gérant en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise deux termes différents. Si tu choisis de te verser un salaire ou une rémunération de 2 000 euros net, tu vas cotiser sur ces montants-là, alors que pour cotiser sur 2 000 euros net en micro-entreprise, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 4 000 euros net, 4 000 euros, que tu factures 4 000 euros de chiffre d'affaires, puisque tu as un abattement de 50%. Ok. Donc, en fait, la différence entre une micro-entreprise et une société, c'est que en société, tu as la main sur ce sur quoi tu veux cotiser, que tu n'as pas en micro-entreprise parce que ça dépend de ce que tu factures. Et au niveau de la retraite notamment, c'est important parce que comme tu as cet abattement de 50%, pour cotiser à la retraite et avoir les 4 trimestres par an qui sont le maximum que tu peux avoir tous les ans, et ben il faut avoir un certain chiffre d'affaires sur l'année. C'est un peu, je t'arrondis les chiffres, mais c'est à peu près 14 000 euros du coup. Ça veut dire que si tu factures moins que 14 000 euros sur l'année, tu ne valides pas tes 4 trimestres sur l'année. Et ça, c'est des choses dont les personnes n'ont pas forcément conscience quand ils sont en micro-entreprise, que du coup, ils peuvent être pénalisés par rapport à ça, parce que, en fait, ils n'atteignent pas le chiffre d'affaires nécessaire pour valider leurs 4 trimestres sur l'année. Et du coup, ils se retrouvent, en fait, à chaque année, à avoir, ils valident 1, 2, 3 trimestres. Du coup, en fait, ils ont l'impression, quand ils arrivent à la retraite, d'avoir cotisé toute leur carrière. Mais enfin, ils ont travaillé tout le temps, en fait. Sauf qu'en fait, ce sur quoi ils ont cotisé n'est pas suffisant pour leur valider une carrière complète, en fait. Quand tu es en micro-entreprise,
et que on doit avoir 14 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'est ce que... Annuel, ouais. Pour valider tes 4 trimestres. Ça, c'est actuellement. Hein. C'est revalorisé tous les ans. Je t'ai arrondi, c'est 13 000 et des brouettes, mais je t'ai arrondi à 14 000 euros. Parce qu'en fait, comme il t'applique un abattement de 50%, tu ne cotises que sur 7 000. D'accord, ok. Parce que j'allais te demander si du coup il fallait gagner 28 000 euros de chiffre d'affaires annuel pour avoir 14 000 euros et... Non, je te parle vraiment en chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment 14 000 euros de chiffre d'affaires pour valider tes 4 trimestres sur l'année. D'accord. C'est les 7 000 en fait, donc 50% de 14 000 qui te permettent de valider les 4 trimestres. Et en fait, quand tu es en société, c'est le montant, c'est le même. C'est-à-dire que c'est pareil, il faudra que tu te sois versé en rémunération 7 000 euros aussi. Mais du coup, tu as la maîtrise de ça, tu vois. Et c'est ce que je te disais quand on en parlait au début, le fait de thésauriser, de capitaliser dans ta société, ça peut te permettre le jour où tu as une année difficile, quand tu es en société, de dire ah mais c'est bon, j'ai 15 000 euros de trésorerie sur ma société, ça veut dire que il m'arrive quoi que ce soit, ben, en fait pendant 2 ans je peux me verser les 7 000 euros par an qui me permettront de valider les 4 trimestres, je suis safe. Alors que si tu es en micro-entreprise et que pendant 2 ans tu peux pas tu peux pas travailler ou il y a un trou ou quelque chose et que tu fais pas ton chiffre d'affaires, tu ne valideras pas tes trimestres. Pas de cotisation, en fait pas de cotisation ou pas suffisamment de cotisation, pas de trimestre. Alors que quand tu es en société, même, admettons que tu as de l'argent, toi, personnel, tu peux toujours le mettre sur la société pour te le renvoyer ensuite dans l'autre sens, en fait, en payant des cotisations dessus, pour valider tes trimestres. En fait, tu vois, tu peux, si tu veux, ça peut faire vase communicant entre toi et la société pour passer une période difficile, mais ne pas perdre tes droits à retraite, en fait. Ce que tu ne peux absolument pas faire en micro-entreprise. D'accord. Parce que tu peux pas, toi, te verser de l'argent sur ta micro-entreprise, en fait. Tu vois. La Ouais, micro-entreprise, c'est déjà toi, en fait. ok. Donc voilà. Et du coup, au niveau des couvertures sociales, donc que ce soit la retraite ou la maladie, je te parle de celles-là qui sont les principales. Bon, il y a la maternité aussi, mais on va dire que ça va avec la maladie. Voilà, il faut se rendre compte que, en micro-entreprise, tu ne cotises que sur 50%. Donc en fait, quand tu vas avoir un pépin, voilà, tu es en arrêt maladie, tu as un accident de voiture, je te dis n'importe quoi, t'es arrêté 3 mois, en fait, tu vas cotiser, tu vas être indemnisé par rapport à ce sur quoi tu as cotisé, c'est-à-dire 50% de ton chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai envie de te dire, parce que là, c'est la partie où ça fait un peu flipper. Ouais. Mais du coup, si je suis en micro-entreprise, il faut que je fasse quoi pour être tranquille, entre guillemets? Alors, tu as toujours la possibilité de souscrire des prévoyances complémentaires. Après, c'est toujours pareil, la micro-entreprise, en fait, les gens qui se créent aiment bien, mais les pros à côté qui doivent t'assurer ou te faire un prêt bancaire ou des choses comme ça, ils aiment un peu moins. Donc après, il faut trouver par exemple, une compagnie d'assurance qui va t'assurer un complément de revenu par rapport à ton chiffre d'affaires et non pas sur 50% de ton chiffre d'affaires, tu vois. D'accord. Donc effectivement, voilà, il y a des contrats de prévoyance qui peuvent te couvrir, mais il faut y penser et il faut pas y penser au moment où le pépin survient, quoi. J'avais pris un exemple, je m'étais noté un exemple par exemple pour la maladie. Admettons que tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, que tu as 6 000 euros de charges, ça veut dire que tu as 24 000 euros net, 30 moins 6, ça fait 24, ça fait 2 000 euros par mois. Sauf que toi, en fait, tu cotises sur 50% de 30, donc sur 15 000. Donc toi, tu te dis, ça va, je gagne 2 000 euros par mois, 24 000 euros par an, mais en fait, tu cotises que sur 15 000. Donc si tu as un pépin, tu es assuré par rapport à 15 000 et non pas à 24. Tu vois ce que je veux dire? Dans le concret, ça donne quoi? Dans le concret, combien tu toucherais si tu étais en arrêt maladie? Oui, c'est ça. Je touche la moitié de ce que je devrais toucher normalement. En fait, normalement, toi, tu te dis que tu gagnes 2 000 euros par mois, donc tu as l'impression que tu vas cotiser sur 2 000 euros par mois, et en fait, tu cotises ça fait voilà, en gros, toi, tu gagnes 2 000 euros par mois, mais tu cotises sur 1 250. Donc ensuite, tes indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, elles seront calculées sur 1 250 et non pas sur 2 000. Donc il y a déjà que les indemnités maladie, la Sécu, c'est 50%. Donc ça veut dire que 1 250, 50%,
tu vas avoir, tu divises par 2, Ah ouais. 625 euros par mois, alors que toi, tu gagnais 2000 euros par mois. D'accord. Je sais pas si c'est exactement ça quand on est en Oui. micro-entreprise, l'indemnisation sécu, mais en gros, voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée. Là où toi, tu penses gagner 2000 euros et que 50% t'aurais 1000 euros par mois, bah, en fait, t'auras que 600, quoi. Donc, D'accord. Et ça vaut. Alors, c'est un sujet qui va forcément beaucoup nous intéresser en tant que make-up artiste parce qu'on a quand même une grosse majorité de femmes. oui. Ça se passe comment quand on est en congé maternité? Bah, c'est pareil, en fait, ça sera, si tu es en micro-entreprise, les indemnités journalières seront calculées sur 50% de ton chiffre d'affaires. Donc, tu t'auras, hein, tu as une couverture maternité sans souci. Mais par contre, voilà, à quelle hauteur, c'est des calculs qui sont à faire hein, en fonction du chiffre d'affaires que tu fais, de voir si ça vaut pas le coup de maîtriser en fait ta couverture en étant en société. D'accord. Ça fait beaucoup. Je pense que ça fait Il y a beaucoup d'infos, hein. beaucoup de choses à prendre en compte, mais je pense que si on résume un petit peu, effectivement, déjà on a ciblé 3 statuts, donc je pense qu'on a bien dépoussiéré le Oui. terrain et donc ça c'est déjà très cool. Et en gros, je pense à une personne qui va nous écouter, qui va avoir toutes ces informations et qui a pris conscience de l'importance déjà de bien choisir son statut et surtout de se poser toutes les questions auxquelles on a répondu là maintenant. Et j'imagine qu'elle se dit, OK, donc j'ai toutes ces informations par rapport à ce que je veux faire, mon activité de maquilleuse, etc. Si je veux bien faire les choses là maintenant, je peux m'adresser à qui? Je vais où pour avoir les réponses par rapport à ma situation et pour être sûre de faire les bons choix et ne pas me retrouver un peu dans la galère soit s'il m'arrive quelque chose, soit si je suis en congé Mhm. maternité, soit pour ma retraite par la suite. Je fais quoi? Alors, déjà, première étape, le business plan, super important. Au moins, voilà, avoir une idée de ses entrées et de ses charges, au moins une estimation pour pouvoir, ben voilà, déterminer une direction. Ensuite, aller voir au moins un comptable pour faire valider ce business plan et voir si on n'a rien oublié. Il y a un site, ça s'appelle BPI France Création où tu peux simuler ton business plan. Il y a un tableau, il y a des lignes à compléter, etc. Et tu peux faire plein de simulations. Donc, s'il y en a qui veulent l'utiliser, elles peuvent aller voir déjà dessus. Euh, Je voilà. mettrai les liens, les liens utiles et ce dont on a parlé en description. Ouais, et il faudra que je te donne le lien des 3 rendez-vous comptables gratuits. Parce que voilà, première chose, allez, on va sur BPI France Création, on fait une ébauche de business plan. Ensuite, on va voir un comptable pour valider ça avec la personne. Et en fonction de ça, après, on choisit son statut social. Et après, pour tout ce qui est la suite, on peut voir donc pour la prévoyance. Euh, il y a les assureurs, donc n'importe quel assureur, n'importe quel agent général d'assurance. Là en tête, je pense à AXA, GAN, voilà. Ça vaut le coup de les comparer pour créer en fait une prévoyance. C'est un peu comme la mutuelle, tu vois. La mutuelle, normalement tout le monde connaît. Tous les salariés en ont une avec l'entreprise. Bah là c'est la même chose, mais c'est pour la couverture arrêt maladie et invalidité décès. Donc, soit c'est parce qu'on est en arrêt maladie ou en congé maternité, soit il nous arrive un pépin, on est make-up artiste, on a un accident, on perd 4 doigts sur une main. Je te dis n'importe quoi. Je pense que c'est un peu handicapant pour une make-up artiste. Complètement. Voilà. Donc, du coup, on va être en situation d'invalidité. Donc, ça, il faut le couvrir aussi. Et après, bon, il y a le décès. Bon, là, du coup, quand décès il y a, on n'a plus besoin de s'occuper de rien. Donc, c'est peut-être moins le sujet. Mais voilà, avoir cette prévoyance-là. Quand tu parles d'assureur, en gros, j'ai fait mon business plan, j'ai été voir mon comptable, j'ai mon statut. L'étape suivante, c'est que je prends mon téléphone, j'appelle les assureurs et je leur dis, voilà, mon activité, ça va être ça. Est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à la prévoyance? C'est ça que je dois faire? Ouais, alors
ça va dépendre un peu de ton statut à ce moment-là. Si t'es dans une situation de chômage, t'es encore couvert. Si ça fait moins d'un an que t'as quitté l'entreprise d'avant, t'as la portabilité au niveau de la mutuelle. Donc, normalement. Donc c'est moins pressant si tu veux. T'as le temps de lancer un petit peu tranquillement ton activité. Par contre, quand tu n'as vraiment plus que ton activité, effectivement, il faut aller voir pour se couvrir en termes de prévoyance. Soit tu dis YOLO, je suis jamais malade, il m'arrivera jamais rien, je vais pas payer une prévoyance pour rien. Soit tu es plus prévoyant et tu te dis que s'il t'arrive quelque chose, tu veux pouvoir avoir un peu d'argent qui rentre pour payer les courses, pour payer ton loyer, etc. Donc voilà, donc effectivement, tu vas avoir un assureur et tu vas leur dire, voilà, moi, je voudrais me couvrir en termes de maladie ou d'invalidité, qu'est-ce que vous me proposez? Et ils vont te proposer un certain nombre de garanties à un certain tarif et tu peux en faire plusieurs pour voir ce qui te couvre le mieux pour le moins cher, hein, concrètement. Ça compare. Hein. Donc voilà. Et après, tu as la partie retraite. Donc, tu disais tout à l'heure que tu faisais un peu l'autruche par rapport à ça. Voilà, moi, j'invite tout le monde. Voilà, pour le coup, c'est mon métier. Donc, si il y a des make-up artistes qui veulent en savoir plus, tu peux les renvoyer vers moi et je les conseillerai avec plaisir. Il y a là, il y a plusieurs étapes dans la partie retraite. Moi, j'interviens plutôt pour les gens qui en sont plus proches, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la retraite, ça se prépare. Tu disais, tu as 30 ans. Moi, j'ai 32 ans, donc tu vois, on est à peu près dans la même tranche d'âge. La retraite, ça se prépare maintenant. Et tu as dit quelque chose de très juste au début de ce podcast, que tu te dis que tu te le prépareras, toi, avec ton argent. Enfin, voilà, tu te la prépareras toute seule, quoi. Bien sûr qu'il faut le faire de son côté. C'est évident. Par contre, ça n'empêche pas de choisir un statut qui va te couvrir par rapport à ce que tu as besoin. C'est-à-dire que quand tu es en SAS, tu as un statut salarié, tu es mieux couvert. Ça coûte plus cher, mais tu es mieux couvert que en SARL et bien mieux qu'en micro-entreprise. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses à mettre en parallèle en fonction de où tu veux, quel niveau de vie tu veux avoir à la retraite en fait. Est-ce que tu te dis, moi la retraite de l'État vraiment, j'y crois pas du tout, donc je veux que ça me coûte le moins cher possible et je me ferai tout moi-même dans mon coin. Ou est-ce que tu te dis, bon, je vais faire des choses moi-même dans mon coin et mais par contre j'aimerais quand même compter un petit peu sur la retraite de l'État, et le choix du statut est important vis-à-vis de ça parce que on est bien mieux couvert en SAS qu'en micro-entreprise ou qu'en SARL, mais ça coûte plus cher, donc il faut avoir les moyens aussi de pouvoir se couvrir. Et après, il y a des contrats qui existent pour mettre de l'argent de côté et se constituer un capital à la retraite. Ça, c'est sur l'aspect financier. Et après, il y a bien sûr, tout le monde en parler en ce moment, l'immobilier pour se couvrir, mais pour ça, il faut être finançable. Il faut être finançable. Et quand on crée son entreprise, on n'est pas finançable immédiatement. Donc, Ok. Alors, typiquement, moi, je veux bien que tu nous expliques un petit peu parce que je trouve ça hyper intéressant et moi, je suis hyper contente de t'avoir rencontré et d'avoir quelqu'un en fait de confiance qui peut m'aider sur ces choses-là. Et du coup, je veux bien que tu nous expliques en fait, parce que toi, c'est ton domaine de prédilection, la retraite. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées en fait, que tu les conseilles ou que tu les orientes par rapport à ce sujet de la retraite et par rapport en fait à cette activité qui est un peu moins peut-être simple, fluide que celle que quand on est salarié. Oui. Ça se passe comment en fait? Je sais que tu as un site internet, je mettrai de toute manière tous les liens vers ton site internet, ton Instagram, etc. pareil sous l'épisode. Mais du coup, ça se passe comment? On te contacte? Est-ce que je sais que ça se fait beaucoup, donc je te pose la question, est-ce que tu fais des appels découvertes pour... Bien sûr, oui. Bien sûr, je fais un appel découverte pour cerner la problématique, voir un peu quels sont les besoins. Est-ce que c'est une question qui est très ponctuelle et dans ce cas-là, j'y réponds au moment de l'appel découverte et ça ne va pas plus loin. Ou est-ce qu'il y a un besoin de calcul plus spécifique? Est-ce qu'on a, en fonction de l'âge aussi de la personne, est-ce qu'on a besoin de faire un bilan retraite? Est-ce que j'analyse le relevé de carrière en fait pour voir
pour voir ce qu'il en est de la carrière de la personne. Notamment, tu vois, on entend pas mal parler suite à la réforme des retraites des personnes qui sont en carrière longue. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler jeunes et qui peuvent bénéficier d'un régime de faveur, en fait, et pas partir à 64 ans comme on l'entend de partout. Mais ça, si tu veux, il suffit pas juste d'avoir commencé à travailler jeune. Il y a des choix à faire aussi en cours de carrière pour ne pas perdre ce droit, en fait. Et je pense notamment aux personnes qui vont être au chômage. Le chômage, ça compte, mais pas en intégralité. Donc du coup, il faut faire attention de peut-être pas être au chômage trop longtemps pour pas perdre ce droit-là, par exemple. Donc tu vois, ça c'est des conseils que je peux donner et orienter en fait la personne dans ses choix, dans les choix qu'elle va faire au niveau de la gestion de son entreprise et de sa rémunération en fait. Donc j'ai toute si tu veux, j'ai cette partie-là, j'ai une partie effectivement retraite, mais ça sera peut-être pas les personnes qui nous écoutent aujourd'hui parce que ça va plutôt être les personnes qui ont 45 ans ou 50 ans et plus, donc elles sont peut-être pas dans ce podcast, mais le choix, moi je peux orienter sur le choix du statut social. Quel choix pour quelle situation, et je peux orienter aussi par la suite, admettons une make-up artiste qui vit de son activité et qui se demande si c'est mieux qu'elle se paye en salaire ou en dividende, si elle envisage de changer de statut en cours de route. Ben, en fait, je peux aiguiller sur tous ces choix en fait, les directions à prendre au cours de l'activité d'une personne en fait. C'est pas que au départ, il y a des choix qui sont aussi en cours de route. Donc je peux donner des informations qui seront orientées par rapport au choix qu'elle a à faire vis-à-vis de sa retraite, mais du début de la création de son entreprise au moment où elle va vraiment partir à la retraite, tu vois. Ouais, super. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, pour moi, c'est clair et j'espère que ça le sera pour les personnes qui nous écoutent aussi, mais d'autant plus que les personnes qui nous écoutent, c'est des make-up artistes et je crois ne pas me tromper en disant que il y a une partie où c'est leur activité depuis le début, elles sont sorties d'école, elles ont fait une école de make-up, elles se sont lancées, mais la majorité, c'est des reconversions ou alors, comme moi, en fait, j'ai dû travailler avant d'avoir la possibilité de me payer mon école de maquillage. Donc, j'ai déjà travaillé avant. Ensuite, j'ai fait du salariat. Maintenant, je suis à mon compte. Donc, c'est beaucoup de changements, en fait, dans notre chemin professionnel. Et du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant de pouvoir faire appel à des gens comme toi. Avant de te rencontrer, tu vois, ça m'était même pas passé par l'esprit de de chercher une professionnelle ou une experte en tout cas pour me conseiller et m'orienter par rapport à tout ça. Et donc, et je pense que ça peut être super intéressant et je suis convaincue que tu as un contact précieux. Donc, vraiment, je listerai ton contact et comment te retrouver sous les épisodes pour, voilà, comme ça, au moins, vous n'avez pas à chercher, vous avez quelqu'un à qui vous avez quelqu'un de confiance. Donc voilà. Voilà, c'est sûr que je peux être un des interlocuteurs quand on se crée ou en cours de vie de société. Le premier auquel on pense, c'est quand même l'expert comptable. Mais voilà, après l'expert comptable, potentiellement, je peux intervenir et de toute façon, voilà, il faut se dire que les personnes qui nous écoutent n'hésitent pas à me contacter parce que le premier rendez-vous téléphonique ou physique, si on est dans ma région, est gratuit. Donc voilà, faut pas hésiter à me solliciter et s'il y a un besoin plus prononcé derrière suite au rendez-vous de découverte, moi après je fais un devis et on l'accepte ou on l'accepte pas, mais voilà, le premier rendez-vous il est gratuit, il n'y a aucune raison de s'en priver. Bon super, je pense que tu as tout dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les sujets sur les longs sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Non, écoute, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. Après, il y a toujours plein de choses à dire, il y a plein de petits détails, mais je pense que après c'est très personnel à chacun et qu'il faut voir avec les personnes en direct ce qu'il en est de leur situation pour s'adapter. Complètement. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait
J'ose pas dire résumé parce que je pense que c'est quand même un peu long, mais on a répondu quand même à pas mal de questions et même, enfin voilà, comme je le disais sur le sujet des statuts, c'est vrai qu'on a fait pas mal le tri et les infos étaient claires et pertinentes. Donc j'espère que ce sera utile et compréhensible pour beaucoup. Si ça l'est pas, en tout cas, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je répondrai s'il y a quelque chose qui est pas clair, j'y répondrai, il y a aucun souci. Ok, top. Merci beaucoup. Merci à toi, Mélissa, de ton invitation. C'était super chouette de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte d'avoir les retours des personnes qui nous écoutent parce que je pense que le sujet va beaucoup intéresser. Donc, j'ai hâte que tu me dises quels sont les retours. Je te partagerai tout ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.